se recueille chaque année et c'est un endroit qui nous remplit d'émotions à chaque fois. Ceci étant, on lance la 20e édition du prix Bayeux Cavados des correspondants de guerre. Et avec Reporters sans frontières, nous avons vraiment cette volonté chaque année de rendre un hommage à tous ces journalistes, à ces femmes, à ces hommes qui prennent des risques au quotidien pour aller chercher l'information, pour nous essayer de nous faire comprendre le monde. Et l'information, c'est l'oxygène de notre démocratie et c'est vraiment essentiel. Mais ce qui commence à être terrible pour nous, organisateurs du prix Bayeux Cavados des correspondants de guerre, c'est que maintenant sur les stèles, il y a des noms de journalistes que l'on connaît, que l'on a vus à Bayeux, des femmes, des hommes qui sont venus à Bayeux. Et l'an passé, plus spécialement, on avait Olivier Voisin à nos côtés, avec Mathieu Mabin. Ils étaient là, et ils étaient là pour voir si le nom de leur ami, Mika Miyamoto, était inscrit donc, sur la stèle. Donc c'est terrible, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est le nom d'Olivier Voisin qui est sur une des stèles. Quand je dis que cette profession paye un tribut trop lourd, c'est vrai. 2012 a été très meurtrière. 138 journalistes, dont une soixantaine en Syrie, sans compter ceux qui sont emprisonnés, que ce soit en Turquie, au Pakistan ou ailleurs dans le monde. Donc c'est vrai que c'est difficile de voir partir nos amis, parce que ces journalistes, ils sont fidèles au prix Bayeux Cavados des correspondants de guerre, et maintenant voir leur nom ici, c'est très dur, parce qu'on a vécu des moments forts avec eux sur les éditions passées. C'est aussi une pensée pour Gilles Jacquier, qui nous avait réunis ici, là. Et puis, à chaque fois, ce sont des témoignages très difficiles des familles. Mais c'est important, et c'est notre vocation, à nous, organisateurs du prix Bayeux Cavados des correspondants de guerre, avec Reporters sans frontières, c'est justement, c'est de continuer à rendre cet hommage, à ce qu'on continue à parler du travail de ces hommes et de ces femmes. Et d'ailleurs, nous, Ville de Bayeux, on réfléchit à un endroit où on pourra effectivement consulter tous ces reportages, tout ce fonds documentaire, qui est presque un fonds patrimonial, qui nous permet sûrement de mieux comprendre le monde et essayer de mieux appréhender les conflits. Et je pense que c'est une satisfaction aussi de savoir que justement le travail qui a été réalisé, ce travail va continuer à exister, va continuer à servir. Et je suis aussi ravi de voir beaucoup de jeunes parmi nous cet après-midi et même tout au long de la semaine du prix Bayeux Cavados des correspondants de guerre, parce que c'est à cette jeunesse aussi qu'il faut qu'on transmette justement et à qui il faut qu'on ouvre les yeux sur l'actualité internationale. Et ils sont les bienvenus bien évidemment à Bayeux le temps d'une semaine qu'on ouvre justement cette fenêtre sur l'actualité internationale, qu'ensemble on décrypte un peu l'information et qu'il y ait ce contact direct avec des reporters de guerre. Donc je voudrais cet après-midi, en dévoilant cette stèle, à nouveau rendre hommage donc, à toute cette profession à laquelle nous, à Bayeux, effectivement, on essaie d'accompagner et de montrer le monde tel qu'il est. Donc c'est un moment, encore une fois, très difficile. Et maintenant, je vais laisser le directeur de Reporters sans frontières, M. Deloire, donc s'exprimer. Monsieur le maire, monsieur le président du conseil général, mesdames et messieurs, merci à vous tous d'être là et par votre présence de soutenir non seulement l'hommage qui est rendu aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions, mais à tous les journalistes qui prennent des risques pour se rendre sur des théâtres dangereux pour nous informer. En arrivant par un endroit ou un autre ici, à ce mémorial, nous avons tous vu ces listes de noms. Mais au-delà des listes, ce sont des noms. Et derrière ces noms, des vies, des aventures, des carrières professionnelles, parfois des épopées, et à chaque fois à la fin, une tragédie. Pour qu'on puisse se représenter ce que chacun de ces noms signifie, je crois qu'il faut imaginer ce que ça veut dire pour un journaliste, un grand reporter, même quand on est ainsi attitré, ce que ça représente de partir, de faire sa valise, d'être chez soi, d'y placer ses chemises, ses appareils photo, ses ordinateurs, d'avoir parfois la peur au ventre, mais de se dire que par devoir, par ambition d'informer, parce qu'on veut y aller, il faut partir. Sur place, on a beau être l'envoyé d'un grand média avec un nom prestigieux d'un média, ça n'a jamais protégé personne. Les casques et les gilets pare-balles ne permettent pas non plus toujours de protéger. Il faut du courage. Le courage, ça peut paraître une vertu ancestrale, mais s'agissant du journalisme, c'est évidemment l'une des vertus essentielles, et au-delà du journalisme, évidemment.
Le risque pour chacun de ceux qui, la boule au ventre parfois, quittent leur famille, leurs amis, leurs confrères, c'est d'y perdre la vie. Et l'an dernier, en 2012, 88 journalistes, d'après les chiffres établis par Reporters sans frontières, ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions, partout dans le monde. En Syrie, évidemment, le pays le plus meurtrier, mais aussi en Somalie. On a entendu parler très récemment, à cause de cette attaque contre un centre commercial au Kenya, des milices Shebab. 18 journalistes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions en Somalie, notamment du fait de ces milices l'an dernier. Et aussi au Pakistan, on l'observe sur ces lignes de fracture de l'islam, notamment, qui sont aujourd'hui les plus dangereuses pour les journalistes. En Syrie même, depuis le début de l'insurrection, en mars 2011, 25 journalistes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, 8 depuis le début de cette année. C'est affreux comme le monde des vivants et des morts est tout petit. Vous évoquiez tout à l'heure, monsieur le maire, le fait qu'Olivier Voisin était là parmi nous l'an dernier, autour de ces stèles. Je me souviens de quelqu'un qui, à la fin du discours, est venu à moi pour me demander où se trouvait le nom de Mika Yamamoto. Il est là, cette année. Et c'eût été formidable qu'Olivier Voisin soit avec nous pour rendre hommage à cette journaliste japonaise. Et désormais, c'est aussi à lui que nous rendons hommage. À l'entrée du mémorial, il y a eu cette plaque avec cette citation de Robert Capa. « Ces morts auront péri en vain si les vivants refusent de les voir. » Il faut que nous les voyions, ces morts, ces journalistes qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, parce que ce sont eux qui nous permettent de voir d'autres êtres humains qui meurent. En Syrie, nous en sommes malheureusement à plus de 110 000. Ce sont eux qui nous permettent d'assister aux malheurs du monde. C'est lourd, parfois on préférerait les oublier, ces malheurs du monde, se réfugier dans le divertissement. Mais si on est une femme ou un homme de ce nom, on ne peut pas se voiler les yeux et l'on doit rendre hommage à ces journalistes qui nous permettent de le faire. Je voudrais ajouter un hommage aux journalistes amateurs. On les appelle net citoyens, mais qui eux aussi payent de leur vie, leur travail. 50 ont été tués l'an dernier dans l'exercice de leur activité d'information. La sécurité des journalistes, c'est un sujet essentiel. Il est crucial que les États appliquent la résolution 1738 du Conseil de sécurité de l'ONU sur la protection des journalistes. C'est une grande partie du mandat de Reporters sans frontières, évidemment, que de protéger les journalistes. Mais ce qui est premier, il ne faut jamais l'oublier, c'est la liberté. Et trop d'États aujourd'hui, dans trop de situations de guerre ou parfois de paix, abusent de l'argument de la sécurité pour restreindre la liberté des journalistes. Et tous ceux qui aujourd'hui figurent malheureusement sur ces stèles ont exercé cette liberté. Et il est toujours dangereux, et donc je ne m'aventurerai pas à faire parler les morts, mais j'ai l'intime conviction que tous ceux qui ont leur nom ici sont partis, ont pris le risque de partir parce qu'ils pensaient que ce qui était premier, c'était la liberté d'aller sur ces théâtres d'opération, parce que c'était leur moyen à eux de défendre la liberté de l'information, qui n'est pas simplement la liberté pour tous les citoyens de savoir, d'être au courant, mais qui est celle qui permet de vérifier l'existence de toutes les autres libertés. Je vous remercie. Je vais passer la parole maintenant à Mathieu Mabin. Mathieu Mabin, c'est un grand journaliste. Il a été 2 fois primé l'an dernier pour des reportages très impressionnants sur la bataille de Tripoli. Mais il est là aujourd'hui pour nous parler de 2 journalistes qu'il connaissait très bien et dont la vie est restée en Syrie. Bonjour à tous. Comme chacun de nous, j'aurais préféré ne pas être là aujourd'hui. Pourtant, il faut l'être. Mes prédécesseurs ont rappelé que j'avais rencontré Olivier Voisin ici même, il y a 1 an, jour pour jour. Je n'oublierai jamais, c'était là, juste là. C'était pas encore un ami, mais on avait échangé pendant toute la durée du prix. Et on était rentrés à Paris ensemble.
Et on s'était dit, après tout, pourquoi pas aller en Syrie ensemble un de ces jours. Yves Debay, je l'ai rencontré alors que j'étais en 6e, c'était en 1985. Je l'ai rencontré dans son journal, c'était le numéro 4 d'un journal qu'on connaît, qui s'appelle Red. Et puis je lui ai serré la main pour la première fois il y a 15 ans, lorsque je l'ai accueilli dans ma section de légionnaire quelque part dans les Balkans. Olivier et Yves avaient un point commun, c'est qu'ils se sentaient parfois à l'écart de ce qu'ils appelaient tous les deux la grande presse. Ils exerçaient tous les deux le métier de journaliste, chacun à leur façon, mais souvent en cherchant dans le fond de leur poche le dernier euro qui leur permettrait de terminer le reportage. Donc ils souffraient un peu de cela. Ils se sentaient un peu à l'écart, et pourtant, lorsqu'ils nous ont quittés, tous les deux très différents, ils ont suscité une véritable émotion dans toute la communauté des journalistes. J'ai donc choisi aujourd'hui de vous livrer quelques extraits de ce qu'ont écrit nos confrères au sujet de nos confrères. Jean-Paul Marie du Nouvel Observateur écrit: alors que nous sommes bon nombre d'entre nous au Mali, là où Olivier et Yves auraient dû être avec nous, nous apprenons la mort d'Yves Debay. Jean-Paul écrit: quand on apprend la nouvelle dans un coin de brousse, tout à coup, ressurgissent les souvenirs et l'image d'un géant blond, au visage de gosse, très turbulent, et son rire qui explosait. Je l'ai croisé comme d'autres reporters sur tous les fronts de cette planète cabossée. Mauvaise réputation, le Yves. Imaginez, 58 ans, dont près d'un demi-siècle de guerre. Mercenaire d'origine belge, enrôlé à 18 ans, dans la raciste armée rhodésienne, à la poursuite d'une guérilla noire et marxiste. De l'extrême droite en barre, qui a tourné reporter au magazine Red, avant de créer son propre journal, Assaut, qui aurait pu s'appeler À l'attaque ou Tous au front. Sauf que cette caricature bien pensante ne reflétait pas exactement le bonhomme, nous explique Jean-Paul Marie. D'abord, l'homme était d'une grande gentillesse, c'est rare. Et à le voir jouer avec les gosses d'Afrique et d'Irak, on savait qu'il avait fait du chemin depuis ces années de soudard. Il était courageux, très courageux, couillu, comme on dit dans le métier, un peu frappadingue même, quand il fonçait droit sur les lignes ennemies, traversait les déserts, piétinait les no man's land et autres obstacles inventés pour l'empêcher de voir les choses. Personnellement, écrit encore Jean-Paul Marie, je me fous qu'il fût de droite ou d'extrême quelque chose. Je garde l'image d'un homme sincère et généreux, qui a vécu sa passion jusqu'au bout, et sa trogne rougie par l'excès de bière, sa seconde passion. Il était tout, sauf un bateleur sans foi. Parfois, il s'inquiétait de ce que sa vie serait, quand ses jambes auraient du mal à le porter au front. Yves Debay est mort comme il devait l'espérer secrètement, sur le coup, d'une balle en plein front, et ça nous rend triste. Rémi Ourdan aussi a écrit sur Yves Debay. Debay racontait ses années de soldat avec un doux sourire éclairant son visage poupin, comme pour réclamer un peu d'indulgence envers ce qu'il considérait comme les errements idéologiques inévitables d'un jeune homme blanc de l'époque coloniale en Afrique. Il ne regrettait rien, mais 30 années de fréquentation des guérillas du monde entier, en tant que reporter, l'avaient finalement vacciné contre le racisme. Très attentif aux autres, d'une gentillesse peu commune dans ces contrées hostiles, il disait avoir appris à respecter tout être humain, quelles que soient ses origines ou ses idées, avec une prédilection assumée pour ceux qui n'ont pas peur de porter un fusil et se montrent braves au combat. Aventurier iconoclaste, fils autoproclamé du dieu grec du vin Dionysos, jamais avare d'une blague provocatrice, Debay était autant respecté dans les milieux militaires qu'il était parfois critiqué dans le monde du journalisme. Solitaire, il considérait comme un affreux. Il méprisait ces gens de l'arrière, et si quelqu'un lui reprochait sa passion pour la chose militaire, il répondait, selon l'humeur du moment, par un direct du droit, ou plus souvent, en tournant le dos avec un sourire, repartant au seul endroit où il se sentait vraiment, lui-même, au front, en première ligne,
là où l'odeur de la poudre et la sueur des combattants lui permettaient de nourrir son culte des hommes en armes. Le front est Yves Debay. Jean-Dominique Merchet s'en souvient lui aussi. Lorsqu'il n'était pas au front, écrit Merchet, il est de toutes les manœuvres, où il côtoie plus volontiers le caporal-chef que le général, avec une affection toute particulière pour la Légion. Il était capable des choses les plus insensées, toujours dans un grand éclat de rire. Présenter un spectacle de marionnettes, Kermit la grenouille, à des moudjahidines afghans, prouver à un officier de Saddam Hussein qui le détient pour espionnage qu'il était français en imitant Louis de Funès. Yves Debay avait connu son heure de gloire médiatique lors de l'entrée des chars américains dans Bagdad en 2003. Il y était évidemment et avait raconté le déboulé blindé aux médias du monde entier. Mais il s'en moquait. Sa reconnaissance, ce vieux célibataire qui n'avait plus pour famille que sa seule mère, la trouvait dans l'ambiance virile des popotes. Olivier Voisin, c'est ton compagnon de route, Alfred de Montesquiou, qui a le mieux creusé ton mystère. Mystère est un mot qui va bien avec Olivier Voisin. Dans l'hommage qu'Alfred de Montesquiou rend à Olivier dans Paris Match, il écrit « Plus d'eau courante, presque plus d'électricité, et personne qui parle un mot de français ou d'anglais. Il fait froid. Le photographe Olivier Voisin se trouve terriblement seul, isolé du monde, avec une petite katiba de rebelles sur la ligne de front du nord de la Syrie. Les insurgés sont si démunis qu'ils n'ont plus de quoi acheter de cartouches. Alors ils attendent, coupent du bois dans la montagne pour se chauffer. Les conditions de vie sont plus que précaires. C'est un peu dur, écrit Olivier, mercredi 20 février, lorsqu'il trouve enfin une connexion Internet. Olivier raconte « L'artillerie tire toutes les 20 minutes à peu près. Le problème, c'est que j'ai la sensation qu'ils tirent à l'aveugle et qu'ils ont quand même des canons assez puissants pour couvrir une vingtaine de kilomètres. » Dans ce courrier, envoyé notamment à une amie, une proche amie, la journaliste italienne Mimosa Martini, Olivier dit avoir photographié des familles réfugiées de la ville de Hama, vivant dans un dénuement complet, au fond des grottes. Ils ont tout perdu, du coup ça relativise, écrit Olivier. Selon la journaliste, Olivier avait peur de la guerre, très peur même. Mais il se concentrait et il endurait, parce qu'il voulait témoigner. Plusieurs de ses amis, également correspondants de guerre, dialoguent avec lui ce mercredi soir sur Internet. Aucun ne trouve très bon qu'il ait traversé seul la frontière syrienne, marchant entre les champs de mines, pour se retrouver dans le nord-ouest du pays, où les combats sont les plus confus, où les milices des deux bords enlèvent, rançonnent et torturent. Olivier est vulnérable, mais il sait aussi que sa présence dans cette zone exposée lui permettra peut-être de prendre d'exceptionnelles photos de combat qu'il pourra vendre. Adolescent, Olivier Voisin avait voulu être pilote de chasse, mais sa mauvaise vue ne lui permettait pas. Il pensera à l'armée, avant d'entrer au séminaire pour devenir prêtre, puis à nouveau le journalisme. Comme pour toi, Olivier, il était logique qu'on retrouve sur ton corps, Yves, ce texte rédigé par un autre baroudeur, poète, aventurier, engagé, André Zirneld, juif, officier parachutiste de la France libre, mort pour la France en Libye en 1942, à quelques kilomètres de Benghazi, là où tous les deux, Yves et Olivier, vous êtes très certainement croisés quelques décennies plus tard sans vous parler. Ce texte retrouvé sur vous deux, sans que vous ne vous soyez jamais parlé, est une prière simple, rédigée à la hâte, sur un carnet noir, comme les nôtres. La prière. Je m'adresse à vous, mon Dieu, car vous seul donnez ce qu'on ne peut obtenir que de soi. Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste. Donnez-moi ce que l'on vous demande jamais. Je ne vous demande pas le repos ni la tranquillité, ni celle de l'âme, ni celle du corps. Je ne vous demande pas la richesse ni le succès, ni peut-être même la santé. Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement que vous ne devez plus en avoir. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce que l'on vous refuse. Je veux l'insécurité et l'inquiétude. Je veux la tourmente et la bagarre.
L'année dernière, le 20 août 2012, lors de notre reportage à Alep, en Syrie, elle a terminé sa vie. Elle avait 45 ans. Elle a été fusillée par un groupe armé. Je vais vous lire maintenant un extrait d'un livre qu'elle avait écrit. Même si d'innombrables journalistes sont tués, quelqu'un de nous, de vous donc, enregistre et informe certainement le monde entier. Personne n'est capable d'empêcher les témoignages des journalistes. Même le pouvoir le plus puissant, même face à lui, il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un pour le défier. Voilà, ce sont des mots donc, du livre écrit par Mika. Je poursuis la lettre de son compagnon. Mika a été la personne que j'ai aimée le plus au monde. Je suis honorée de tout mon cœur que le nom de Mika Yamamoto soit gravé en France, à Bayeux, dans ce mémorial des reporters, comme une preuve de son existence en tant que journaliste. Mes chers amis japonais, merci d'être là et nous vous envoyons plein de pensées.